tous, bienvenue sur votre chaîne panafricaine Gamma TV. Les 100 jours de gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko ont été diversement appréciés par les Sénégalais. Malgré les efforts qu'ils ont dû faire pour alléger le panier de la ménagère en réduisant fortement le prix des denrées de première nécessité et en faisant en sorte de payer la dette des agriculteurs. Cette crise financière et économique à laquelle l'État est confronté est du fait du régime précédent, selon le Premier ministre Ousmane Sonko, à l'issue d'un point de presse au cours duquel il a dit que ce carnage financier a été commis par le régime précédent en maquillant les déficits publics, les dépenses publiques, les dettes extérieures et les dettes intérieures. Au lieu de présenter dans ce cas-là 13 milliards de francs CFA, ils ont plutôt présenté 16 milliards de francs CFA. C'est la raison pour laquelle la gouvernance de Diomaye a décidé d'instaurer une rupture. Et pour ce faire, ils ont décidé de présenter tout récemment, en l'occurrence le 14 octobre, au Centre international Abdou Diouf, un projet ambitieux, le référentiel de la politique publique, la vision 2050, dont la mise en œuvre nécessite l'intervention inclusive de tous les Sénégalais, notamment le secteur privé, et la rationalisation des dépenses publiques. Et pour en parler, nous avons donc décidé de recevoir un acteur politique très important, M. Aliou Diallo. Il est le directeur de campagne adjoint chargé des élections du parti Ensemble pour le Sénégal. Et avec ce monsieur, nous allons survoler sous ces questions très cruciales dans le jeu politique sénégalais. Bonsoir, monsieur. Merci, monsieur Cissé. Bonsoir à tout le monde, à tous vos téléspectateurs. Bonsoir aux Sénégalais et aux Sénégalaises. Avant tout, d'abord, comme vous l'avez dit, c'est monsieur Diallo, directeur de campagne adjoint de la liste Parti Ensemble pour le Sénégal et chargé des élections. Avant d'entamer cette émission, je vais d'abord présenter à la population de Bakel, celle de Matam, pour dire celle du Sénégal plongée sur le fleuve Sénégal, qui subissent aujourd'hui, depuis quelques jours, une situation catastrophique. Parce que nous tous, nous avons assisté ensemble des inondations dues au débordement du fleuve Sénégal. Je reviendrai sur le débat parce qu'à mon avis, c'est une question que le gouvernement sénégalais devrait prendre en charge pour éviter cette situation, parce qu'ils ont été alertés. Ensuite, je vais d'abord déplorer le fait que notre frère, notre ami, Bougane Gueye Dany, le président du parti Gom-Sabop, qui fait partie de la coalition Samoussa Kaddu, a subi aujourd'hui une injustice inexplicable. Au moment où Bougane s'apprêtait à aller rendre visite aux populations de Bakel pour leur apporter main forte à cette situation catastrophique, il a vu être bloqué à l'entrée de Bakel pour des raisons que nous tous nous ignorons jusqu'à présent, parce que son arrestation n'a été, on lui avait notifié absolument rien des raisons qui ont poussé son arrestation. Monsieur Diallo, on va y revenir. Oui. On va y revenir. Cet incident, et voilà, peut-être malheureux qui est survenu dans cette localité-là, vous l'avez dit, en Bakel, on va y revenir là-dessus. Alors, cela dit, on fait un petit rappel. Le Premier ministre Ousmane Sonko, contrairement au Premier ministre précédent, à la tête de différents gouvernements, il s'est abstenu de vouloir présenter sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée, à l'hémicycle national. Au motif, le règlement intérieur qui est prévu à cet effet n'est pas à jour. Et vous, lorsque vous avez appris cela, quel a été, en tant qu'un acteur très important, peu importe le bord politique auquel vous appartenez, quelle a été votre réaction? Alors, je voudrais préciser une chose. La déclaration de politique générale est inscrite dans la Constitution sénégalaise. Alors, cette fameuse loi dont il parlait est une loi organique, c'est-à-dire les dispositions de l'Assemblée nationale pour pouvoir recevoir un Premier ministre pour qu'il puisse faire sa déclaration de politique générale.
Ce que les Sénégalaises et les Sénégalais doivent comprendre, c'est que une loi organique ne peut pas primer sur une loi constitutionnelle. Donc pour dire que le Premier ministre était dans l'obligation d'aller présenter son discours de politique générale. Donc c'est une violation flagrante de la Constitution sénégalaise que le premier des ministres a fait en réalité. C'est quelque chose que nous déplorons. Surtout parce que pendant 10 ans, on nous a parlé de projets. Plus de 10 ans maintenant, aujourd'hui, arrivé avec la campagne, on nous a parlé de projets durant toute la campagne. Accéder au pouvoir, on a continué de nous parler de projets. Et à mon avis, il ne devrait pas avoir des difficultés pour aller s'adresser à l'Assemblée nationale, comme la loi l'oblige, et présenter son discours de politique générale. Est-ce qu'il pouvait le faire, étant donné que ce règlement intérieur dont je viens de parler n'était pas à jour? Mais il faut savoir ce qui... La loi organique dont vous parlez, c'est cette loi justement qui permet évidemment à ce règlement intérieur de faciliter les choses au Premier ministre. Ce qu'on doit comprendre, M. Cissé, la loi organique, c'est relative à l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, si par ailleurs il avait peur d'une motion de censure, l'absence de cette loi-là lui protégeait largement. Parce que tout simplement, c'est cette disposition-là qui a été ôtée de la loi organique de l'Assemblée nationale. Ça veut dire donc, M. X pouvait venir à l'Assemblée nationale et faire sa déclaration de politique générale sans avoir peur d'une motion de censure. Parce qu'il n'y avait pas des dispositions juridiques qui devraient permettre les députés de le faire. Au contraire, lorsqu'il a demandé de réactualiser cette loi-là, il a mis entre les mains des députés la possibilité de le censurer juste après sa déclaration. Il faut que les Sénégalais comprennent. La Constitution sénégalaise est au-dessus de toutes les lois organiques. Donc ce qui est ôté à l'Assemblée nationale, c'était le pouvoir de faire une motion de censure. On point, on tirait. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'était trop tôt? Vous n'avez pas... Ben Bokk Yakaar n'était pas allé vite en besoin. Il avait commencé déjà à brandir cette motion de censure. Non, je suis désolé, ce n'est pas le Ben Bokk Yakaar qui était le premier à brandir cela. Je vous rappelez, à l'époque, c'est le porte-parole du gouvernement. Mais c'est Ben Bokk Yakaar qui a une... Je dis, c'est le porte-parole du gouvernement, à l'occurrence, M. Sarré, oui, qui a brandi pour une première fois cette histoire de motion de censure. Mais la majorité Ben Bokk Yakaar n'a jamais parlé de motion de censure à l'époque. C'est lorsque, par exemple, eux, ils ont installé ce débat parce qu'ils étaient en train de faire de la politique politicienne. Mais M. Diallo, on a entendu le président du groupe parlementaire. Non, ça c'est après. Je vous dis, la première personne à prononcer une motion de censure ici au Sénégal, sous l'ère Diomaye, c'est son porte-parole du gouvernement, M. Sarré. Il faut aller voir les archives, vous le verrez. Donc c'était la première personne qui parle de motion de censure. Et je me rappelle très bien, à l'époque, les députés de Ben Bokk Yakaar, tous étaient sortis pour dire que cela n'est pas à l'heure. Eux, ce qui leur intéressait, c'est que le Premier ministre vient à l'Assemblée nationale et qu'il dit aux Sénégalais qu'est-ce qu'il compte faire durant son magistère. Et je pense, au-delà même de la loi, au-delà de la Constitution sénégalaise, quand tu es élu président de la République, tu as le devoir et le droit de dire à ces Sénégalais qu'est-ce que tu comptes faire avec eux durant ton mandat. À plus forte raison, quand tu es Premier ministre. Je vous donne un exemple. Vous prenez le Premier ministre français. Dans l'histoire politique de la France, vous savez très bien que c'est le Premier ministre qui a plus eu de difficultés pour être installé. Mais malgré toutes les divergences qu'il y a eu autour de la nomination de ce Premier ministre, il a fallu 2 semaines pour qu'il se retrouve en face des Français et leur dire voilà ce que nous voulons faire pour vous, voilà comment nous allons le faire et nous allons le faire ensemble avec vous. Nous sommes au 7e mois, jusqu'à présent, aucun Sénégalais. Parce que ce n'est pas ce théâtre qu'ils ont fait la semaine dernière qu'on peut considérer comme une déclaration de politique générale.
C'est du théâtre. Non, mais M. Diallo, il pouvait être réticent et cette réticence pouvait se justifier parce que n'ayant pas une majorité importante, je crois, Yewwi a 25 députés. Donc, il ne pouvait pas s'adosser ou s'appuyer sur cette majorité-là pour faire passer son projet de loi. Donc, de ce point de vue, Ben Bokk-Yakaar devrait le comprendre. Monsieur Cissé, rappelons-nous tous ensemble de 2000. C'est assez long, c'est 24 ans derrière, mais rappelons-nous de 2000. Lorsque le président Wade est arrivé au pouvoir, c'est le Parti socialiste qui détenait la majorité à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que le président Wade a fait? Il a discuté avec cette majorité-là, le temps qu'il puisse organiser le référendum qui lui a permis de remodifier les textes pour qu'il puisse continuer à gouverner correctement. Prenons le cas du président Macky Sall en 2012. Lorsque le président Macky Sall est élu en 2012, les élections législatives devraient se tenir au mois de mai, alors que le deuxième tour a eu lieu au mois de mars. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé le président de l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale qui était majoritairement constituée du PDS. Ils ont discuté, ils ont trouvé un commun d'accord de repousser les élections jusqu'au mois de juin, pour qu'il n'y ait pas un chevauchement entre les deux élections. Alors, qu'est-ce qui aurait empêché à M. Diomaye Diakhar Faye de faire de la même sorte? Il faut qu'il y ait de la diplomatie dans la gouvernance, M. Cissé. Il n'avait aucun problème à faire venir le président de l'Assemblée nationale, bien de le considérer et lui dire, voilà ce que nous voulons qu'on discute et on s'entend ensemble autour de cette question-là, et que mon Premier ministre passe pour faire une déclaration de politique générale. Mais connaissant les qui existent entre Ben Bokk-Yakaar et Yewwi, est-ce que la majorité de l'opposition était ouverte justement à cet éventuel dialogue-là? Je pense que les Sénégalais le connaissent d'ailleurs, que c'est une déclaration de politique générale. Et c'est un débat politique qui doit inclure tout le monde. Et moi, à mon avis, je pense même, pour qu'on ait une vraie déclaration de politique générale, il faut que le Premier ministre fasse cette déclaration devant une assemblée majoritairement de l'opposition. Mais justement, c'est ce qui explique, entre guillemets, la mauvaise foi de la majorité. Parce que tout simplement, Ousmane Sonko ayant refusé, ou bien s'est abstenu de vouloir présenter sa déclaration de politique générale, la majorité de l'opposition aurait refusé à ce que le ministre des Finances présente sa politique d'orientation budgétaire. Vous savez, vous ne pouvez pas dire que l'Assemblée est instituée illégalement et compte tenu de cela, vous n'allez pas faire votre déclaration de politique générale en tant que Premier ministre et vous envoyez dans cette Assemblée illégale votre ministre de l'économie et des finances pour une loi de finances rectificative. C'est extrêmement contradictoire. C'est inadmissible. Ce qui n'est pas bon pour Paul peut être bon pour Jean. Mais il faut qu'on respecte les Sénégalais. Si tu n'es pas prêt, tu dis que l'Assemblée nationale, la loi qui organise tout ça a été falsifiée. Maintenant, c'est avec ça. Malgré tout ça, d'ailleurs, je vais rappeler une chose. Si vous dites que cette Assemblée nationale, la loi qui l'organise est falsifiée, alors que c'est ce règlement intérieur qui a installé le bureau de l'Assemblée nationale, dans lequel ils ont un vice-président. C'est ce règlement intérieur qui a installé le président du groupe parlementaire. C'est ce règlement intérieur qui permet que l'État du Sénégal paye les députés ou eux, ils en font partie même. Donc ça veut dire donc, tout ce que l'Assemblée nationale a fait depuis 2012, depuis son installation, jusqu'à aujourd'hui, c'est du faux. Donc c'est dans cet état d'esprit que la majorité Ben Bokk-Yakaar a refusé systématiquement de laisser passer les projets de loi constitutionnelle, notamment celui porté sur la dissolution ou la suppression des deux institutions, le Conseil économique, social et environnemental. Vous savez, on ne peut pas se lever un bon jour parce qu'on est mal réveillé ou bien on est très content vouloir modifier une loi. Pour modifier une loi, il faut des arguments. Et les députés, ce sont des intellectuels. C'est les représentants du peuple. Donc, quand vous les proposez... Le président Diomaye n'avait pas un argument solide. Effectivement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que l'argument qu'ils ont mis sur la table, ils disent que c'était pour rationaliser
les ressources financières. Parce que l'argent qu'on injecte pour l'organisation, le fonctionnement de ces institutions. Je vais vous expliquer. Mais c'est trop, 15 milliards. Je vais vous expliquer. Je suis d'accord, 15 milliards, 20 milliards, on est d'accord. Mais je dis, le fond du projet de loi, c'était pour la rationalisation des ressources financières de l'État, n'est-ce pas? Au même moment, si de l'autre côté, ils ont rajouté aussi que c'était une promesse électorale. C'était les deux explications. Pour la première, pour la rationalisation, on supprime deux institutions. Le budget cumulé, c'est 16 milliards. De l'autre côté, vous prenez la caisse noire de la présidence, plus la caisse noire de la primature, c'est plus de 20 milliards. Est-ce que vous pensez, si au préalable, dans cette dynamique de rationalisation des ressources financières, si on avait inclus la caisse noire de la présidence et celle de la primature, est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale allait rejeter cette loi? Il l'allait accepter, il allait la voter. Attendez, il allait la voter. Dans la mesure où, par exemple, ces gens qui sont en face de nous, ils avaient même qualifié de ces caisses-là de quelque chose de haram. C'est ça qu'ils avaient dit. Et s'il s'agit de promesses électorales, ils n'avaient pas promis seulement de dissoudre le Haut Conseil et le Conseil économique, social et environnemental. Ils avaient promis de supprimer la caisse noire de la présidence de la République et la caisse noire de la primature. Mais justement, pour rationaliser. Donc il fallait le faire. Je suis d'accord. Rationaliser les dépenses publiques. S'ils voulaient que cette loi-là passe, il fallait faire un package. Dites, nous voulons rationaliser les dépenses. Donc nous allons supprimer la caisse noire de la présidence, nous allons supprimer la caisse noire de la primature, nous allons supprimer le Haut Conseil des collectivités locales, nous allons supprimer le Conseil économique, social et environnemental. Ça, si les députés avaient refusé, on aurait dû le taxer de faire de la politique politicienne. Alors, je vous donne un autre exemple. Vous supprimez, vous limogez le président du Haut Conseil, vous limogez le président de ACCT et vous nommez un nouveau président des dialogues du territoire. Toutes institutions considérées comme des institutions budgétaires. Et vous pensez que ça c'est cohérent? Vous n'avez pas suivi cette nomination-là? Oui, justement, j'ai suivi. Alors, où est la cohérence? Mais la rationalisation des dépenses dont vous parlez... Non, je suis d'accord. Je vous ai dit, je suis d'accord pour la rationalisation. Oui. Mais je vous dis, c'était une promesse électorale. Pour rationaliser les dépenses de l'État, nous allons supprimer le Haut Conseil, nous allons supprimer la CCT, nous allons supprimer les fonds noirs de la présidence, nous allons supprimer les fonds noirs de la primature. Cette rationalisation dont on parle, on insiste là-dessus, ça ne pouvait se faire qu'à l'Assemblée. Bien sûr. Vous avez une majorité importante ou bien relative. Mais n'ayant pas une majorité, mais rappelez-vous encore une fois. La seule alternative, la seule possibilité, c'était peut-être de prendre des décisions sur la base d'une ordonnance. Oui. Or, s'ils avaient pris une décision sur la base de ça, vous aurez encore... Ce n'était même pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible. Parce que ça, la création du Haut Conseil et de HCCT, c'est une loi. On ne peut le modifier qu'à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a que l'Assemblée nationale qui pouvait supprimer ça. Mais je dis, une fois encore, s'ils étaient dans une très bonne dynamique... PASTEF n'a pas de majorité à l'Assemblée. Pourquoi donc ils ont proposé la suppression de cette loi-là? Alors que si vous vous rappelez très bien, je me rappelle très bien, c'est lorsque le président de la République a organisé sa conférence de presse. Lorsqu'on l'a interpellé sur la question, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je veux le faire, mais je n'ai pas de la majorité à l'Assemblée nationale. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce qu'il a eu la majorité entre-temps pour pouvoir proposer cette loi-là? C'est la raison pour laquelle, M. Diallo, je vous dis, c'est la raison pour laquelle il a décidé de dissoudre cette Assemblée. Non, mais ça c'était le processus de la politique politicienne. Non, mais peut-être il n'avait pas le courage de venir immédiatement et dissoudre cette Assemblée. Il fallait qu'il trouve des arguments fallacieux pour dire, voilà les raisons pour lesquelles je dissous cette Assemblée. C'est un argument qui tient. Non, je dis... Parce que vous ne pouvez pas gouverner un pays si vous n'avez pas une majorité à l'Assemblée. Non, attends. Et cette dissolution... Ça, on ne peut pas porter ce discours aujourd'hui. Parce que rappelez-vous qu'en 2022, lorsque eux, ils étaient dans l'opposition, lorsqu'ils battaient campagne pour les législatives de 2022, allez revoir leurs déclarations. Qu'est-ce qu'ils avaient dit à l'époque aux Sénégalais? Qu'il ne faut jamais donner la majorité, le parti au pouvoir. Parce que ça ne nous permettra pas de faire un équilibre entre les pouvoirs. Mais le contexte a évolué, le contexte politique a évolué. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont de l'autre côté. Mais est-ce qu'on doit rabaisser le discours politique à ce niveau-là, en contexte? Non, mais naturellement. À mon avis, le combat des hommes politiques d'aujourd'hui, c'est de ne pas accrocher leur discours à des contextes politiques. À mon avis, l'homme politique
le nouveau homme politique, c'est celui qui aura le courage de dire la vérité aux populations. C'est celui dont le discours ne varie pas en fonction de ses positions politiques. Ça veut dire que si je suis dans l'opposition, voici le discours que je vais tenir. Si je me retrouve de l'autre côté, je renverse entièrement ma veste. Moi, je suis contre toute cette politique. En tout cas, ils ont dit aux Sénégalais en 2022, en 2022, ils ont dit aux Sénégalais, il ne faut pas donner la majorité au pouvoir en place. Pour équilibrer les forces, il faut donner la majorité à l'opposition, la majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça qu'ils avaient dit en 2022. On est en 2024. Il n'y a que 2 ans qui s'est écoulé. Donc, à mon avis, un homme responsable, un homme politique responsable ne doit pas varier en 2 ans. C'est inadmissible, ne doit même pas varier. Je ne parle même pas de 2 ans. Ils n'ont qu'à croire ce qu'ils avaient cru à l'époque et on continue sur cette lancée. Non, mais au regard du contexte politique, au regard du contexte économique et financier, donc il fallait prendre une telle décision. Pourquoi, qu'est-ce que vous parlez contexte politique, contexte économique? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Cette nouvelle autorité, le président Diomaye, Ousmane Sonko sont arrivés au pouvoir. Ils n'ont pas une majorité importante à l'Assemblée nationale. Donc, puisqu'ils sont venus pour instaurer la rupture, et cette rupture ne peut pas se faire alors qu'ils n'ont pas une majorité à l'Assemblée nationale. Ils ont tenté plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. Parce qu'il y a une opposition forte qui est là, qui a une majorité très forte. Il ne faut pas dire qu'ils ont tenté et ils n'ont pas réussi. Le résumé de tout ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne votent pas un débat contradictoire. Parce que pour qu'il y ait un débat contradictoire, il faut, comme il l'avait dit en 2022, qu'il y ait une majorité à l'Assemblée de l'opposition à l'Assemblée nationale qui doit pouvoir faire y avoir un débat contradictoire alors qu'ils n'ont pas assez de députés. Non, là, on est en train de... Attendez, attendez. Vous êtes au le débat contradictoire. Le débat 83. Et 83, il y a une disparité très forte. Le débat contradictoire, ce n'est pas seulement entre les députés, mais c'est entre d'abord le gouvernement et les députés. Je pense que le Premier ministre, s'il voulait rehausser le niveau de sa déclaration de politique générale, il devrait avoir le courage et la plénitude d'aller le faire en face d'une assemblée de l'opposition. Et alors, s'ils pensent qu'ils ont réussi, c'est le pire qui va se passer. Parce que je suis sûr et certain qu'au soir du 17 novembre 2024, ils n'auront pas autant de députés qu'ils avaient auparavant. Et ce sera pire. Et en ce moment, je pense qu'il ne trouvera pas un autre alibi pour ne pas venir. Mais d'ailleurs, ce n'est même pas eux qui vont faire la déclaration de politique générale après. Parce que je suis certain que cette opposition-là, elle sera organisée autour d'un bloc pour mettre sur place un gouvernement qui est capable de prendre en charge la souffrance des Sénégalais. On verra au soir du, du 18 novembre. C'est inévitable. On verra, rien n'est certain. C'est inévitable. Alors, en toute autre cause, il était prévu à ce que cette Assemblée nationale soit dissoute. Oui. Après que... Ça, c'est la loi qui... Oui, ça c'est parce qu'ils ont consulté le Conseil constitutionnel qui a donné un avis favorable après l'expiration des deux ans de législature. Donc, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, il avait donc la possibilité de dissoudre cette Assemblée. Alors, on a vu tout récemment, on va évoluer, on a vu tout récemment le Premier ministre Ousmane Sonko organiser un point de presse au cours duquel, je le dis en substance, il a accusé le régime précédent, le régime Macky Sall, de vouloir commettre un carnage financier en maquillant les déficits publics, les dépenses publiques, les dettes extérieures et les dettes internes. Lorsque vous avez entendu cela, quelle a été votre réaction? Bon, c'est d'abord très regrettable de la part d'un Premier ministre de tenir des propos fallacieux au point même amener que notre pays subisse un coup très dur sur la notation. Nous tous, nous l'avons constaté. Mais ce que les Sénégalais doivent comprendre dans cette affaire, ici au Sénégal, nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Nous tous, nous savons que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il fait partie du pouvoir exécutif. Et
heureusement, nous, au Sénégal, nous avons des institutions très fortes. D'ailleurs, c'est ce qui les a permis d'accéder au pouvoir. En matière de gouvernance, contrôle et autres, nous avons l'IGE, nous avons la Cour des comptes, nous avons aujourd'hui le pôle financier. Et ces domaines sont très bien définis. On sait très bien qui doit faire quoi et comment et quand. Donc vous pensez alors, que, c'est honteux. Vous pensez que de ce point de vue, vous savez, Sonko ne devrait pas se prêter à cet exercice. C'est excessivement grave et dangereux. Et les gens sont en train de subir les conséquences aujourd'hui. Parce que à l'époque, on parlait de la signature du Sénégal. Mais c'est après l'audit. C'était dit à la Diallo, fiabilité. C'est après l'audit qu'il a prêté à cet exercice. Je viens en cela. C'est-à-dire ici au Sénégal, oui. Il n'y a que la Cour des comptes qui est habilitée à faire un rapport financier et le présenter au gouvernement et aux Sénégalais. Et le théâtre qu'ils ont organisé la fois passée, il se trouve que le film, ceux qui devraient monter le film... Vous pensez que c'est du théâtre? C'est du théâtre, je vous parle du théâtre. Ils ont organisé un théâtre. Malheureusement pour eux, ceux qui réalisaient le film, ils n'ont pas encore terminé de réaliser le film. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est important, M. Diallo. Il fallait aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal... expliquer aux Sénégalais comment le pays a été géré sous le régime Macky Sall. Mais ça allait être audible lorsqu'il aurait attendu que la Cour des comptes publie ce rapport. Mais ce qu'il a dit... Comment vous pouvez donner de la crédibilité mais ce qu'il a dit, à des propos d'un homme politicien? La conclusion donnée par ces corps de contrôle. Je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, la Cour des comptes, quand il fait un rapport, il le présente d'abord au président de la République et ensuite le rapport doit être publié. Et à ma connaissance, jusqu'au moment où on parle, la Cour des comptes n'a publié aucun rapport qui permettrait à ce monsieur-là... Vous voulez dire que les chiffres avancés par Ousmane Sonko n'ont pas été certifiés? C'est archi faux. Ça n'a pas été certifié jusqu'à présent. Jusqu'au moment où je vous parle, la Cour des comptes n'a pas certifié ce qu'il a dit. Mais par contre, le FMI, tout récemment, sa visite au Sénégal, a confirmé les chiffres qui ont été donnés par Ousmane Sonko. Je suis désolé, ça, ce que les gens sont en train de dire. Il faut que les gens savent aussi lire ce que les institutions sont en train de dire. La FMI ne peut pas confirmer cela. Parce que la FMI, pour confirmer des chiffres, ils ont des baromètres. Les baromètres, le premier baromètre, c'est la Cour des comptes d'abord. Ensuite, les institutions financières qui sont là. Et vous devez vous rappeler encore, c'est cette même FMI qui est venue ici au mois de décembre précédent, au début de le régime. Qu'est-ce qu'ils avaient dit à l'époque? Ils avaient dit que les signaux sont verts. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont hérité un pays qui était en marche. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce revirement-là en si peu de temps? C'est-à-dire, c'est l'amateurisme qui se trouve au niveau du sommet qui fait qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé dans cette situation-là, M. Cissé. Aucun Sénégalais ne nie les difficultés qu'on est en train... Vous voulez dire que l'expertise du FMI est peu orthodoxe? Non, je ne dirais même pas l'expertise du FMI. Pour moi, la première organisation de l'FMI, c'est les populations sénégalaises en personne. On n'a pas besoin d'un rapport de la FMI ou bien autre chose pour savoir que les Sénégalais sont en train de souffrir. Vous avez vu comment le pays fonctionne actuellement? Tout est à l'arrêt. Les entreprises ferment. Même vous, les entreprises presse, vous avez vu ce que vous avez subi durant ces 7 mois-là. Mais quels sont ceux qui sont responsables de tout ça? Mais qui est responsable autre que ce régime en place? Parce que probablement le régime précédent est passé par là. Attendez, non. Ce que vous avez subi ces 7 derniers mois-là, vous ne l'avez même pas subi au mois de février passé. Lorsqu'il prenait ces pays-là, dites-moi quel est le secteur qui était plombé. Il n'y avait aucun secteur qui était plombé. On parlait de renchérissement des prix, qui était un phénomène mondial. On parlait des accusations au niveau de l'ONAS, des 1000 milliards. Mais avant de parler d'abord de l'ONAS, avant de parler des 1000... Et même la gestion de l'inondation. Non, on parlait de 750 milliards de la LONAS. Mais Moussa Sissé, ce que les Sénégalais doivent connaître aujourd'hui, ce monsieur qui avait ces 750 milliards-là en budget, le principal responsable, c'est le PCA aujourd'hui de la PIX. Qu'est-ce que vous en dites? Le gars qui a été accusé
d'une malversation financière parce qu'il a reçu un budget de 750 milliards pour l'assainissement, pour les inondations. Et c'est cette même personne qui est aujourd'hui le PCA de l'APIX. Et je me rappelle, à l'époque, c'est Ousmane Sonko en personne qui s'attaquait à lui en tant que directeur général de la LONASE. Il avait demandé même à Ousmane Sonko de passer à son bureau pour que lui montre. Est-ce que vous êtes en train de faire une accusation gratuite? D'autant plus que le pôle judiciaire financier n'a pas encore fini son enquête. Non, attendez, je dis. Oui. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. J'ai dit à l'époque, oui, il y a un monsieur qu'on avait accusé d'avoir détourné 750 milliards qui devraient servir à régler le problème des inondations. Ce monsieur-là, aujourd'hui, il se trouve être le PCA de l'APIX, de ceux qu'il avait accusés à l'époque. Est-ce que vous voyez comme je suis en train de dire? Je comprends. Et ce monsieur-là, il reste jusqu'à présent le PCA de l'APIX. Et si donc on remet en cause la gestion des inondations, est-ce qu'on devrait rester se mettre là en dehors de ça? Quelle est sa part de responsabilité en tant qu'ancien directeur général de la LONASE? Peut-être le monsieur qu'on avait accusé, pour le moment, parce que c'était peut-être une accusation en l'air, n'ayant pas des éléments sous la main, donc il laisse la latitude, qu'il ait le courage. Aujourd'hui, il vient diriger un tribunal, le pôle judiciaire financier, de mener ce travail-là. S'il s'avère que le monsieur, en tout cas, ce dont on lui reprochait, il en est responsable, je pense que l'actuel gouvernement prendra sa responsabilité. Mais est-ce que donc il fallait le responsabiliser? Il fallait attendre que d'abord que la justice tranche cette question-là pour qu'on le responsabilise. Aujourd'hui, on est dans les eaux. On est dans les eaux. Touba, Bakel, partout. Mais est-ce que ce n'était pas une accusation politicienne? Non, j'ai dit. Est-ce que c'était une accusation judiciaire? J'ai dit. C'est le régime, le premier ministre actuel. C'est lui qui avait accusé l'ancien directeur général de la LONASE d'avoir détourné 750 milliards parce qu'on l'avait donné un budget de 750 milliards pour régler le problème des inondations. Je comprends, mais l'accusation ne venait pas de la justice. Ça venait d'un acteur politique. Mais maintenant, les accusations qu'on a fait, les chiffres, ça vient de la justice ou bien ça vient d'un acteur politique? Mais ça vient des corps de contrôle. Non, attends, ce n'est pas les corps de contrôle qui sont prononcés, c'est le Premier ministre qui s'est prononcé. Les corps de contrôle, ils ont leur voix et leur canon pour s'adresser au peuple. C'est pas le Premier ministre n'est pas le porte-parole de la Cour des comptes. Mais c'est après l'audit. Non, je dis, même si c'est après l'audit, lui, il n'est pas la personne habilitée à présenter ce rapport aux Sénégalais. Donc, les 16 milliards, alors, revenons d'abord de dettes dont il a parlé ce jour-là, vous n'y croyez pas? Attendez, revenons. Je vais revenir sur ça. Nous tous, nous avons vécu ce théâtre organisé par des acteurs. La plupart des acteurs étaient là hier. Leurs vidéos circulent dans le net. Ce monsieur qui nous a dit que tout Sénégalais, même les nouveau-nés, doit 900 000 francs de dette, c'est ce monsieur-là qui était à l'époque le directeur général de la BCEAO. Maintenant, disons aux Sénégalais comment un prêt ou bien un crédit peut entrer au Sénégal. Un État organisé souverain obtient de crédit, que soit par les marchés financiers extérieurs ou bien le marché financier intérieur ou encore qui décide à emprunter, à prêter, du moins à prêter un État. Quelles que soient les trois possibilités, la BCEAO aussi est le garant de tout crédit que l'État du Sénégal peut engendrer. Alors, on peut comprendre aujourd'hui la première personne morale d'une institution qui est garante de crédit. Il revient aujourd'hui pour nous dire tous les crédits que j'ai garantis pendant les 12 ans, c'était de fausses crédits. C'était de la falsification. Vous voyez comment c'est dangereux? Au sommet de l'État. C'est lui qui était à la tête de la BCEAO, siège.
qui garantissait tous les prêts du Sénégal de 2012 à 2024. Il attend 2024 pour nous dire tout ce que nous avons fait de 2012 à 2024, c'est du faux. Est-ce que lui, il a sa place? D'où vient alors, selon vous, les chiffres qu'il a annoncés ce jour-là? Mais c'est à lui qui doit répondre. C'est lui qui doit répondre à cette question-là. Ce qu'on devrait lui demander. Non, attendez. Je vous rappelle. Je pense que la meilleure question. Pour la crédibilité des chiffres qu'il a donnés ce jour-là, oui, il ne l'a pas fait seul. Il était avec le ministre de l'économie et du plan et le ministre de la justice et garde des Sceaux et de la justice. Voilà, ils étaient là, 3. Je suis d'accord pour ça. Vous savez que c'est un théâtre. Dans une scène de théâtre, chaque acteur a son rôle. Je comprends ça. Mais revenons pour je voulais vous dire tout à l'heure. Oui. J'ai dit une fois encore, ce que les Sénégalais doivent demander à ce Non, mais si vous mettez ça, le chiffre qu'il a annoncé ce jour en cause, vous risquerez de mettre discréditer ces institutions-là, les corps de contrôle. Attendez. Non, la Cour des comptes ne s'est pas encore prononcée sur ce rapport. Il faut que les Sénégalais chassent cela. C'est simple. Ousmane Sonko, c'est après l'audit. Ousmane Sonko n'est pas un membre de la Cour des comptes. Non, mais Ousmane Sonko n'est pas le porte-parole de la Cour des comptes. La Cour des comptes a toujours publié des rapports. Ils ont des canaux. Ce n'est pas la primature. Une fois encore, la primature a son rôle, qui s'en limite à cela. Mais j'ai dit, attendez. Le ministre de l'économie et des finances exhorter ces corps de contrôle. Le ministre de l'économie et des finances. Oui. Non, le ministre de l'économie et des finances ne peut pas exhorter un corps de contrôle. C'est inadmissible. Il ne peut pas exhorter quoi que ce soit à un corps de contrôle. C'est au contraire, c'est le corps de contrôle qui doit exhorter au ministre des Finances ou un autre ministre à se mettre en règle. Vous savez, on est en train de renverser l'État du Sénégal. C'est comme dit Soupou Kandia, je ne sais pas comment. Tout le monde dit ce qu'il veut, tout le monde organise une... Surtout, c'est comme si on ne sait même pas là où aller. Je dis, les Sénégalais doivent... Attendez, vous me coupez tout. Non, l'opposition, vous remettez quasiment tout en cause ce que le gouvernement présente. Je dis, oui. La question que je veux poser moi, personnellement, et que j'aimerais tous les Sénégalais posent à ce nouveau gouvernement, c'est que ce monsieur Lo, ce ministre-là, où il était de 2012 à 2024, qu'il me nous dise. Mais la question n'est pas là, monsieur Diallo. Non, si, il doit nous dire ça. Parce que tu sais pourquoi? Tu ne peux pas être un acteur principal de toutes ces opérations financières pendant 12 ans et tu reviens pour nous dire tout ce que nous avons fait, c'est faux. Et c'est ce qu'il a dit. Et il était un acteur principal, lui. À vos yeux, ça peut vous sembler faux. Vous savez pourquoi c'est plus grave. Si, par exemple, l'État du Sénégal est capable de falsifier tout ce qu'ils sont en train de dire comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la FMI a été larguée. Ça veut dire que la Banque mondiale a été larguée. Ça veut dire que même nos corps de contrôle n'étaient même pas en mesure de savoir qu'une situation aussi grave est en train de se passer dans ce pays-là pendant 12 ans. Mais je vous rappelle. Et vous pensez que ça c'est... Comment on peut vous confier? Je vous donne un exemple. On vous confie une maison. On vous demande à garder correctement la maison ou bien à surveiller les acteurs qui sont dans la maison. Vous restez là-bas, vous s'endormez devant la porte jusqu'à ce que quelqu'un rentre dans la maison et amène tout le matériel de la maison et vous revenez pour dire que voilà telle personne, voilà ce qu'elle a fait durant Vous venez de dire à aucun moment la Cour des comptes n'a publié ce rapport. Oui. Alors pourquoi justement ce même rapport n'avait pas été publié sous le régime de Macky Sall? Comment? Le rapport. Non, attendez. La Cour des comptes doit publier le rapport toutes les années. Mais chaque année. Mais celui de l'OFNAC, est-ce qu'on l'a vu, sa publication? Attendez, mais ça, demandez au président de la République. D'ailleurs, nous demandons, attendez. Nous faisons appel au président de la République de déclassifier tous les rapports de la Cour des comptes. Mais pourquoi ça n'a pas été fait sous le régime de Macky Sall? Non, mais... C'est une question importante. Attendez. Je dis, pour moi, Macky Sall, c'est derrière nous. Ah non. Oh, attendez, non. Ah non. Attendez, on nous a vendu le Djoubanti. Et les Sénégalais l'ont adopté à 54%. Au moment où nous sommes, ce que nous attendons, c'est que toutes ces promesses qui ont été faites pour qu'aujourd'hui, que ça soit appliqué à la lettre. Et moi, la première promesse que j'exige, c'est la déclassification des rapports des cours des comptes.
il y a tellement de dossiers que nous attendons. On nous a parlé de 94 milliards, on nous a parlé de 29 milliards, on est allé même jusqu'à nous dire... Je vous rappelle, l'affaire de Prodac. Oui. On a souhaité à ce qu'on publie le rapport. Qu'il le fasse. Mais sous le régime de Macky Sall. Maintenant, Macky Sall n'est pas là. Ils ont tous les... À ce moment-là, non, mais pourquoi attendez. Justement ce rapport, j'insiste là-dessus. Attendez. Pourquoi n'ayant pas été publié? Je dis, même si le rapport n'était pas si publié... Si le rapport avait été sous le publié, régime on de n'en Macky serait pas Sall. là aujourd'hui. Même si le rapport n'est pas publié sous le régime de Macky Sall, aujourd'hui, eux, ils ont toute la latitude, toutes les possibilités de publier ce rapport-là. Et une fois encore, je rappelle, cette histoire de 94 milliards, on nous avait dit que 45 milliards a été débloqué et qu'eux, ils savent la banque qui a reçu l'argent. Ils connaissent le numéro de compte de cette banque-là. Mais pourquoi attendre 7 ans et 7 mois du moins à ne pas faire la lumière sur cette question-là? Au moment où ils sont en train de chercher gauche à droite pour trouver de l'argent jusqu'à aller faire des prêts de eurobonds. Et alors que lui, il savait déjà qu'il y a 45 milliards qui étaient volés au peuple sénégalais et qui étaient gardés dans une banque dont il détient le numéro. À la tête de l'OFNAC. Comme par la magie, elle a été limogée. On sait pour quelle raison. Sous le régime de Macky Sall. Oui. Parce que probablement, elle voulait publier son rapport. On l'aurait empêché. Elle voulait. Oui. D'accord. On l'aurait empêché. Mais pourquoi on l'aurait empêché? Aujourd'hui. Parce que la publication de ce rapport en ce moment-là aurait probablement épinglé certains responsables du régime précédent. Je suis d'accord pour tout ça. Qu'elle voulait publier et que ça pourrait être défavorable. Mais maintenant, au moment où nous parlons, c'est eux qui sont aux manettes. Ils peuvent publier tout rapport qu'ils veulent publier. Ils sont aux manettes. De grâce, mais les chiffres, justement, de grâce, on lance, on appelle. Toutes les promesses qu'ils avaient faites, la réduction des comptes dont ils ont parlé aux gens, ils n'ont qu'à le faire. Parce qu'on ne peut pas accuser aussi d'honnêtes citoyens sénégalais d'avoir détourné de l'argent alors que c'était sur du faux. Vous vous rappelez très bien les 400 milliards, les 400 millions, les 400 000 francs de Aliou Sall. Et on a terminé par quoi? En disant à Aliou Sall, on s'excuse. On a eu tort de toi. Qui est-ce qui a dit ça? Si, parce que quand ils disent que Aliou Sall a volé 6 000 milliards, que tout le pétrole est vendu, après il se présente au palais avec le premier baril du pétrole pour dire que voilà, nous venons obtenir aujourd'hui notre premier baril du pétrole. Donc quel est le pétrole que Aliou Sall a vendu? Et ça, les réseaux sociaux ont relaté. Des Sénégalais ont sorti pour s'excuser auprès de Aliou Sall. Sur la base de purs mensonges. Aujourd'hui, ce n'est plus 400 000, aujourd'hui c'est tout Sénégalais qui doit 900 000 francs. Et on va aller 2 ans après, les gens vont revenir pour dire non, on s'excuse. Vraiment, ça aussi, c'était du vent. Et vous pensez, c'est comme ça qu'on doit conquérir le pouvoir? Et arrivé maintenant au pouvoir, on continue sur la même logique. Au lieu de dire aux Sénégalais la vérité, on continue à les mentir. Mais justement, ce jour-là, il a dit la vérité. Je reviens encore là-dessus. Le point de presse là, le chiffre qu'il a avancé, une série de chiffres qu'il a avancé sur le déficit. Sur la dépense, non, vous savez, les dépenses publiques, les dettes extérieures et internes, confirmées par le FMI. Vous savez, M. Cissé, un État doit être un État. Un État n'a pas de caisse logée au palais ou bien au trésor public ou autre ailleurs. L'État travaille toujours avec des partenaires financiers, que ce soit l'État du Sénégal, l'État français, les États-Unis et tous les États du moins, ne peut pas ne pas emprunter. Mais ce qui est important, c'est quand on emprunte et qu'on puisse payer. Et quand on emprunte et qu'on investit. Alors, j'ai dit lors d'une autre émission la fois passée, jusqu'au moment où nous parlons, au Sénégal, c'est le président Macky Sall qui est là. Justement, c'est le président Macky Sall qui est là. Attendez, je termine. C'est le président Macky Sall qui est là. Vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'il y a 7 mois que le président Macky Sall est parti. Jusqu'au moment où je vous parle, les Sénégalais ne connaissent que les réalisations que le président a fait. Aucune brique, aucune mesure importante, accompagnatrice. Sinon, ils nous parlent de carrelage financière alors qu'eux, ils ont pris 45 milliards. Je dis 45 milliards, ils l'ont remis à des privés pour diminuer le coût de la vie. 1 mois après, ces 45 milliards-là ont été consommés et les prix ont commencé à flamber.
Voilà un vrai carnage financier. Allez-y demander les paysans. Attendez, allez-y demander les paysans. Lorsqu'il s'agissait de semences et d'engrais, ils ont dépensé combien de milliards? Et demandez si les paysans ils ont reçu cet engrais. Ils étaient endettés. Non, grâce à leur arrivée, ils ont quand même réussi à éponger. Attendez, Monsieur Cissé, il faut quand même est-ce que vous savez qu'en 3 mois, ce régime a emprunté 1150 milliards en 3 mois. Feront le prolétaire pour 12 mois, ce sera à combien? C'est important parce qu'ils ont trouvé. Non, attendez, ils ont trouvé un déficit budgétaire très profond, très abyssal. Mais il n'y a pas que ce déficit budgétaire. Allez-y demander les recettes douanières. Ils les avaient trouvées à combien? Ils sont aujourd'hui à combien? Allez-y les demander les recettes. Ils ont trouvé combien? Aujourd'hui, on est à combien? Parce qu'ils ont étouffé le pays. Non, mais c'est normal. Ils ont arrêté. Le besoin des Sénégalais est criard. Non, quel que soit ce besoin, ce pays a été gouverné jusqu'en 2024. Jusqu'en février 2024, les chantiers fonctionnaient. Vous savez très bien que le TER qui devrait rallier l'aéroport, le chantier a été arrêté à la veille de l'élection. Jusqu'au moment où je parle, ce chantier ne bouge plus. L'autoroute à péage, Mbour-Kaolack et à Tchadjaï, c'est Macky Sall qui l'avait amené là-bas. Jusqu'à présent, le chantier ne bouge pas. L'autoroute Dakar-Tivaouane a été lancé. Le financement est bouclé. Est-ce que le contrat de construction, non, attendez, j'arrive. Le contrat de construction, les contrats sont clairs, sont transparents. Vous savez, tout ça, c'est à revoir. Vous savez, écoutez. Hein, c'est à revoir. Écoutez, ces contrats dont vous parlez, ce sont ces contrats-là qui ont réalisé l'autoroute Ila Touba. Ce sont ces contrats-là qui ont réalisé les autoponts à Dakar. Mais on a vu ce sont ces contrats-là qui ont réalisé 45 centres de formation professionnelle dans tous les départements du Sénégal. Ce sont ces contrats-là qui ont permis de construire ces hôpitaux de niveau standard dans plusieurs départements du Sénégal. Ce sont ces contrats-là qui ont permis aujourd'hui de réaliser le PUDC, qui a permis l'accès à l'eau à des villages, l'accès à l'électricité à des villages qui n'ont ni imaginé depuis 1960 jusqu'à nos jours. Ce sont ces contrats-là qui ont permis à payer les bourses familiales à des parents qui étaient pauvres, qui n'avaient pas la possibilité de joindre les 2 jours. Alors, si vous voulez conjuguer tout cela pour dire que c'est un... Attendez, ces gens-là... Vous ne pouvez pas me dire, M. Diallo, on les a pas... Tous ces contrats administratifs ou de concession conclus par l'État, dont la procédure d'appel d'offres a été transparente. Maintenant, si on parle de procédure d'appel d'offres, qu'est-ce qu'ils vont nous dire du cas de l'ONAS? On a vu un directeur général qui est sorti publiquement à la télé, accuser directement son ministre et défier le gouvernement. Il a demandé au gouvernement de le convoquer. Il a demandé au procureur de la République de s'autosaisir sur cette affaire-là, que lui, il est prêt à venir apporter de la lumière. À moins de 2 mots. Et le cas de Lazer, qu'est-ce que vous en parle? On a vu au ministre de la République sortir pour dire, alors que c'est un collègue politique qui a été accusé de détournement, il dit, même si c'est vrai, on s'en fout. Vous vous rendez compte? En 7 mois, au moment où les Sénégalais peinent à se payer le petit déjeuner, depuis des mois, ils passent la nuit dans l'eau. Vous venez de dire, le Sénégal est un État de droit. Donc, on laisse la latitude à cette justice-là, spéciale, le pôle judiciaire financier, de faire la lumière sur cette affaire. Mais ça, on n'en disconvient pas. Oui. Mais je dis, quand on parle de transparence sur les marchés, c'est pour 12 ans. On est en train de faire une histoire pour 12 ans. Je dis, en moins de 3 mois, on nous a servi 2 cas d'école. Avec tout le fameux Djoubal Djoubanti. Mais justement, puisque vous parlez de ce fameux Djoubanti, ce qui a poussé la nouvelle autorité, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, de présenter tout récemment, le 14 octobre 2024, au Centre international Abdou Diouf, ce projet ambitieux, le référentiel de la politique publique, la vision Sénégal 2050.
Et pour sa mise en œuvre, ce gouvernement a besoin de la participation inclusive de tout le monde, y compris le secteur privé. Et la particularité, pour financer ce grand projet-là, ils auront peu besoin de l'aide extérieure, notamment l'aide extérieure, contrairement à ce qui s'était passé sous le régime de Macky Sall. Pour financer tous ces projets aujourd'hui, des projets colossaux, des réalisations colossaux, il a fallu emprunter de l'argent auprès des institutions financières internationales, en l'occurrence FMI et la Banque mondiale. Vous ne pensez pas que ce projet-là est réaliste ou réalisable? Vous savez, avant tout, d'abord, moi, j'étais déçu. Parce qu'après avoir nous vendu un projet pendant 10 ans, arrivé maintenant au pouvoir, on nous avait promis au mois de septembre que le projet allait être disponible au mois de septembre. Nonobstant, on dépasse le mois de septembre, c'est au mois de novembre, à la veille de l'élection législative, qu'il fallait présenter ce projet. Parce que c'était risqué d'aller en élection législative sans autant jeter du poudre dans les yeux des gens. C'est ce qui a motivé ce showbiz qu'ils ont organisé. Mais, ce que je retiens de ce qu'ils ont dit, vous savez, M. Cissé, une vision, elle doit être claire, elle doit avoir des supports. Alors, ce que nous avons constaté ce jour... Que cette vision n'est pas claire? Elle n'est pas du tout claire. Je vous dis que ça a été conçu par des experts. Ah oui, locaux. Parce qu'au début, on nous a parlé de 4000 personnes qui ont participé à la réalisation du projet. 4000 personnes. On nous a dit que c'est 4000 personnes qui ont écrit le projet en 3 mois. À la veille, on revient, on nous dit que c'est un cabinet. C'est une seule personne, mais elle a été payée 2 milliards pour pouvoir le faire. Ça, c'est un problème. La deuxième chose, il faut que les Sénégalais s'approprient de... À la différence de PSE, je voudrais que les Sénégalais... je voudrais que les Sénégalais s'approprient de cette vision, qu'ils aient d'ailleurs, eux, les acteurs, qu'ils aient le courage de traduire ce document-là en Wolof et que les Sénégalais comprennent ce qu'ils ont dit. Et c'est inadmissible. Mais ce jour-là, attendez, au moment où nous sommes... faite non seulement en français, mais en Wolof aussi. Non, mais attendez, de façon très ramassée, sans explication. Parce que vous savez, quand vous dites que je vais faire, c'est très facile. Mais ce qui est plus important, c'est comment je vais le faire. La première question, c'est comment je vais le faire. La deuxième question, je vais le faire avec quoi? La troisième question, il me faut combien de temps pour le faire? Donc et vous allez partager avec moi. Vous partagez avec moi qu'ils ne nous ont pas dit le comment. Ils ne nous ont pas dit avec quoi ils vont le faire. Ils l'ont dit. Non, ils ne l'ont pas dit. Attendez, quand vous venez, vous dites aux Sénégalais, nous voulons maintenant, à partir d'aujourd'hui, que le financement de nos politiques publiques soit à 60% endogène. Vous savez ce que cela veut dire? Prenons le budget de l'année dernière, qui était estimé à 7 000 milliards. Ça veut dire que les 60% de ces 7 000 milliards-là doivent être des ressources intérieures. Maintenant, on est d'accord. Nous tous, nous voulons cela. Mais comment on peut mobiliser 60% de 7 milliards en ressources intérieures? Qu'ils disent ça aux Sénégalais. Qu'ils aient le courage de le dire. Attendez. Qu'ils aient le courage de le dire au moment où ils sont en train d'étouffer les entreprises sénégalaises, qui est susceptible de payer des taxes. Parce que quand tu dis de ressources endogènes, c'est quoi en réalité? Ce ne sont pas les impôts, ce ne sont pas les taxes. Et qui sont en train de payer ces taxes-là? Qui sont en train de payer les impôts? Ce ne sont pas les sociétés sénégalaises. Et si aujourd'hui ces sociétés sénégalaises sont amenées en faillite, mais qui vont payer après ces taxes-là? Qui vont mobiliser ces 60 milliards? Vous voulez me dire que c'est le paysan qui se trouve à Fongolimbi, qui va cultiver ses arachides, après il va prendre une moitié, il va dire bon, voici ma participation pour les 60% de notre financement endogène? Est-ce que cela est possible? Est-ce que ce n'est pas ce même modèle-là qui a permis aux pays BRICS aujourd'hui, la Chine, le Brésil, de se développer? Mais est-ce que le Brésil et la Chine, ils se sont levés seulement et ils ont plongé dans ce... Il faut commencer. Non, attendez. Mais il faut commencer. Attendez, M. Cissé, je dis. Mais il faut responsabiliser les Sénégalais. L'État il faut qu'ils sachent que pour financer les projets de développement, ça ne doit pas venir d'ailleurs. Ça commence à l'interne. Attendez, je vous demande à aller interroger, parce que nous ne sommes pas un pays à part entière, nous sommes sur la planète avec tous les pays du monde. Au moment où nous sommes, avec cette mondialisation dans tous les secteurs, aucun pays ne peut fermer ses portes et se développer.
Est-ce que vous avez compris? Avec l'endettement extérieur. Vous prenez comme encore les États-Unis d'Amérique. C'est le pays qu'on peut considérer le pays le plus riche. Allez-y voir la dette, ils sont à 200%. Vous prenez d'autres pays, ils sont à 100 et quelques pourcents de dette. Nous, un pays qui n'est même pas en voie de développement, on dit non, c'est la population qui va financer le développement du pays. Et justement, mais par quel moyen? Chaque fois qu'on emprunte, ça étouffe notre liberté, non, notre souveraineté. Je suis désolé, c'est ce que les statistiques, c'est ce faux discours que les gens sont en train de... Mais c'est du Parce vrai, que, non, attendez, M. Cissé, quand on emprunte pour faire réaliser l'autoroute Ila Touba, quand on emprunte pour construire des hôpitaux, quand on emprunte pour créer des conditions de vie dans les villages les plus reculés, quand on emprunte pour donner de l'électricité à ma commune, quand on emprunte pour créer construire des hôpitaux pour que les gens se soignent, ainsi de suite. Et vous voulez qu'on renonce à tout ça? Faire quoi après? Vous ne pensez pas que c'est possible, cette mobilisation endogène, en s'appuyant sur l'aide des secteurs privés, pour le moment, des Sénégalais? À notre niveau où nous sommes aujourd'hui, c'est inadmissible. Parce que quelqu'un qui n'a pas de quoi à manger, comment il peut participer à un projet de construction d'une nation? Mais ce n'est pas immédiat, ils l'ont dit, c'est pas dans l'immédiat. Ça veut dire donc que nous allons attendre combien de temps? C'est voilà la question que je posais. Il faut qu'ils nous expliquent clairement ce qu'ils ont vendu là. C'est pour combien de temps? Il faut qu'ils disent ça aux Sénégalais. C'est 5 ans. Ah bon? Oui. Donc pendant 5 ans, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire, nous n'allons pas de l'électricité suffisante. Pas du tout. Mais la pression fiscale dont vous parlez, ils vont faire en sorte d'élargir l'assiette fiscale. À qui? Mais aux entreprises, aux Sénégalais. Mais si vous êtes d'accord, ce sont ces entreprises qui sont étouffées aujourd'hui. Allez-y à demander. Je dis, pas toutes les entreprises. Allez à l'APEC et voir le nombre d'entreprises qui ferment par jour. Certains qui souffrent aujourd'hui vont bénéficier de l'exonération fiscale. Ah. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ce n'est pas toutes les entreprises. Vous vont subir cette pression fiscale. Vous savez, M. Cissé, ce qu'il faut comprendre, nous sommes dans un pays pauvre où l'industrie n'atteint même pas les 25%. Si vous sortez Dakar, vous allez dans les régions. C'est cette mentalité-là qu'il faut changer. Attendez. Il faut revoir. Mais ce n'est pas ce secteur-là qu'il faut commencer. Il ne faut pas commencer par ce secteur. Le développement, c'est d'abord le secteur primaire, ensuite le secteur tertiaire, ensuite le secteur secondaire. Et quand tu parles d'entreprise et d'affaires, c'est le secteur secondaire. Et le secteur primaire, on l'a vu, le gouvernement à peine arrivé, ils ont mis le paquet, ils ont épongé la dette des paysans. Non, ça, je vais vous dire une chose, ça c'est l'évolution normale d'un État. À chaque année, ça se passe comme ça. C'est-à-dire l'État ne paye qu'un service fait. C'est tout à fait normal. Ça, c'est la suite logique d'un État. C'est comme Macky Sall l'a fait en 2012. Lorsqu'il est venu, il a trouvé des dettes, il les a épongées et il a continué à faire des dettes. C'est comme ça. Et si Diomaye quitte ici demain, celui qui viendra, il trouvera des dettes, il les paiera et il continue à éponger. Mais je dis, un pays comme le Sénégal, avant de parler de financement endogène, d'abord, il faut créer les ressources financières. Quand les gens auront de quoi, à payer des taxes. Selon M. Diallo, selon vous, est-ce qu'on va puiser ces ressources? Non, je dis d'abord, dans un premier temps, développons le secteur primaire. Mais comment? L'agriculture, l'élevage. Où est-ce qu'on va prendre ce pactole-là, cet argent? Où? Attendez, c'est pour cela que tous les États aillent chercher sur les marchés financiers, lèvent des fonds sur les financiers pour développer ces différents secteurs. Mais les conditions sont compliquées. Mais c'est parce que tout simplement, ils sont des amateurs. Mais le président Macky Sall a fait 12 ans, il n'a jamais souffert de cela. À chaque fois qu'il avait besoin, parce que les gens savaient qu'il est sur une bonne ligne, il a une gouvernance transparente, il a réalisé des choses extraordinaires. Donc la signature du Sénégal ne souffrait aucun problème. Aujourd'hui, si maintenant tu rentres en conflit avec la FMI, la Banque mondiale et les pays de la sous-région, mais où que tu vas trouver de l'argent? Tu es obligé de retourner sur les Sénégalais. Même s'ils vont mourir, même s'ils vont manger du sable, tu es obligé parce que tu n'as plus... Mais ça n'a pas eu d'impact sur la vie des Sénégalais. Attention, il ne faut pas le dire, M. Cissé. Moi, aujourd'hui, qui parle, je suis là. Attendez, je vous explique. Non, on a vu... Non, attendez, je vais vous expliquer. Des infrastructures. Je vais vous expliquer. Le développement, c'est tout un ensemble. C'est d'abord l'infrastructure, ensuite la création de ressources.
Et on ne peut pas développer un pays sans route. Parce que le temps est un facteur bloquant pour le développement. Oui. Il faut qu'on arrive à quitter Kolda à 8 heures et venir à Dakar et réaliser des affaires ici et retourner à Kolda. C'est ça le vrai développement. Et ça, on ne peut pas le faire sans les moyens de transport. Maintenant, aujourd'hui, vous savez, si j'ai une fois dit à ce régime en place, vous avez tout pour réussir. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, vous quittez Dakar, vous pouvez faire le tour du Sénégal, vous allez jusqu'à Ziguinchor, vous revenez sur Dakar, vous ne descendrez jamais du goudron. Vous prenez la région du Sud, il y avait un seul bateau. Aujourd'hui, ils ont 2 bateaux, non, 3 bateaux du moins, et ils ont 3 rotations par semaine. Vous prenez cette région du Sud, nous avons 4 vols par jour, où il y avait un seul vol. Nous avons 4 vols par jour. Moi, je quitte ici parfois, à Dakar. Je tiens une réunion à Kolda à midi. Je reviens ici à 15h, je me rends là à mon lieu de travail. Infrastructure. Attendez, je vous explique. On vous parlait du niveau de... Vous dites que les Sénégalais n'ont pas ressenti les progrès que Macky a fait. Parce qu'encore l'état de pauvreté est encore là, monsieur. Non, attendez, ça se fait sentir. attendez. C'est étape par étape. Je disais à ce régime-là... Pendant 12 ans. Qu'aujourd'hui, vous savez quel était le programme de Macky pour les 5 ans à suivre? Il a dit, j'ai fini de réaliser les routes. Beaucoup de villages aujourd'hui ont l'accès à l'électricité et à l'eau. Maintenant, ce qui restait, c'était la transformation structurelle de notre économie. Par exemple, avec l'autoroute Mbour-Kaolack, aucune personne ou bien un industriel pourrait s'installer à Kaolack, produire sur place et l'amener vendre à Dakar. Alors, et dans toute sa réalisation, l'axe le plus important qu'il a oublié ou bien qu'il a omis, c'est le capital humain. La formation des jeunes. Mais attendez, je viens de vous dire que Macky Sall... Non, attendez. Oui. Je viens de vous dire que Macky Sall a réalisé 45 centres de formation professionnelle dans les 45 départements du Sénégal. Et vous dites ça, le capital humain a été oublié. Mais qu'est-ce qui fait que les jeunes encore empruntent les pilotes pour aller en Europe? Non, attendez, je vous dis une chose. À l'arrivée de Macky Sall en 2012, il y avait combien d'universités? Il n'y avait que l'université de Dakar, l'université de Saint-Louis et l'université de Ziguinchor. Il n'y avait que ces 3-là. Aujourd'hui, nous avons l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, nous avons l'université de Thiès, nous avons l'université de Kaolack, nous avons l'université de Kolda, nous avons l'université de Tamba, et tout ça, c'est les 12 ans. Et vous avez dans chaque lieu département un centre de formation professionnelle. Est-ce que vous avez compris? Alors, donc c'est pas à ce niveau-là. La politique de Diomaye aujourd'hui avec Ousmane Sonko, c'est de faire en sorte de réadapter cette formation-là aux besoins exprimés par les entreprises. C'est ce qui n'a pas été fait, malheureusement, sous le régime de Macky Sall. Attendez. Quand on parle de centre de formation professionnelle... C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a encore 10 millions de Sénégalais n'ayant pas encore obtenu leur premier emploi au Sénégal. Il faut y rajouter les milliers et des milliers de jeunes Sénégalais qu'on a licenciés abusivement au moment où ils ont recruté des PCA et 46 chargés de mission à la présidence. La question que je me pose, ces jeunes Sénégalais qu'on a arraché l'emploi parce que tout simplement ils ne sont pas de l'APR, ils ne sont pas du moins de PASTEF, qu'est-ce qu'ils ont moins que ces jeunes qu'on a promis tout récemment des chargés de mission à la présidence? Qu'est-ce qu'ils ont plus que ces jeunes qu'on a licenciés à l'ONAS, ces jeunes qu'on a licenciés au port autonome de Dakar, ces jeunes qu'on a licenciés partout? On dit que c'est des gens qui ne faisaient rien. Maintenant qu'ils sortent, qu'ils nous disent que ces chargés de mission qu'ils ont nommés tout récemment, quel est leur cahier de charge? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a pas que ça. Il y a eu la même chose au niveau de la fonction publique parce qu'il s'est avéré qu'il y a encore des fonctionnaires fictifs. Donc, il fallait assainir, nettoyer. Non, je dis. Maintenant, qu'est-ce qui est plus fictif que quelqu'un qui est nommé uniquement pour venir pavaner autour du palais et rentrer? Je pense qu'il était important de réguler tous ces secteurs. Non, je dis. Oui. Monsieur Cissé, je suis d'accord de régulariser. Je suis d'accord d'assainir. Mais salir au moment où tu assainis, mais c'est contradictoire. Je vous interpelle, je vous dis. Ces 46 chargés de mission qu'on a nommés à la présidence, qu'est-ce qu'ils vont apporter aux Sénégalais qui se trouvent là-bas à Kédougou ou bien aux Sénégalais qui se trouvent à Bakel, dans les eaux aujourd'hui?
Ce chargé de mission, il va apporter quoi? Qu'est-ce qu'il a plus valeureux que celui qu'on a arraché son emploi au port? Alors, le choix de ces... Ils ont créé 2 Sénégalais. Non, c'est... Un Sénégalais du projet et un Sénégalais qui n'est pas du projet. Quand tu n'es pas... On a vu le ministre de la Santé, dans une vidéo, dire quoi? Dans mon ministère, quand je reçois des CV, je regarde d'abord, je demande d'abord qu'on me tire les CV et qu'on me sorte les CV de, des gens du passé. Ce pléthore de charges de mission dont vous parlez, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a vu sur le régime de Macky Sall. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais eux, ils ont prévu, ils ont dit, ils vont rationaliser. Ou bien ces gens-là, ils seront payés par qui? Mais ils le feront. Non. C'est comme ça qu'ils vont rationaliser? Non, ils le feront le 18. Le 18. Non, attendez, monsieur Cissé, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Moi, je suis pour qu'on rationalise. Mais j'ai dit, la question que je me pose, qu'ils nous sortent la masse salariale que ces gens-là vont toucher par mois, pour ne rien faire, pour ne rien apporter à l'État du Sénégal, pour ne rien apporter aux Sénégalais qui sont dans le besoin aujourd'hui. On les a promis uniquement parce que c'est les coordonnateurs de PASTEF départemental. Le seul CV qu'ils ont présenté, je suis coordonnateur du PASTEF de Médina Yoro Foulah. Est-ce que vous croyez que tous ces gens-là, tous ces chargés de mission viennent de PASTEF? Faites les investigations, vous êtes des journalistes. Faites des investigations en plus, je vous rajoute, j'ai dit, ils ont été choisis par département. Allez-y voir. On vous dit, coordonnateur de jeunesse patriotique de Kolda, chargé des missions. Jeunesse patriotique de Vélingara, chargé des missions. Allez-y, faites les investigations, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Je pense que tous ces gens-là ont été recrutés sur la base des critères objectifs. Critères objectifs? Oui. Pour faire quoi? Monsieur Cissé, en tant que journaliste, j'aimerais vraiment que vous écoutez demain ou après-demain pour nous dire que ce chargé de mission-là, voilà son cahier de charge. Et voilà les critères sur lesquels il a été recruté. Je vous dis, c'est les coordonnateurs de PASTEF départementaux qui ont été promis en chargé de mission. Alors, cette vision dont je viens de parler, vision qui a été étalée par le Premier ministre Ousmane Sonko et de son président Bassirou Diomaye Faye, vous ne pensez pas que c'est une belle perspective pour les Sénégalais pour sortir enfin de la pauvreté, contrairement à ce que le régime précédent, avec tout son gouvernement, nous ont proposé? Vous savez, de 2012 en 2024. Vous savez, ils viennent de limoger notre meilleur entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, que je salue au passage. Pourquoi je dis c'est le meilleur? C'est lui qui nous a amené la Coupe d'Afrique. On a couru pendant 60 ans derrière cette coupe-là, c'est lui qui nous l'a fait découvrir. N'était pas fortuit. Non, attendez, j'arrive. C'est-à-dire, j'ai fait une approche de ce que je veux dire. C'est pour dire, quels que soient les footballeurs que vous avez, quelles que soient leurs qualités individuelles, si vous ne parvenez pas à mettre sur place une équipe gagnante, vous ne verrez rien du tout. En matière de vision, le Sénégal est chef. En matière de projet, nous sommes chefs. Mais ces visions, cette vision-là, ces projets-là, il faut des acteurs qui sont capables, qui doivent être capables de les... Puisque vous parlez de Aliou Cissé. Non, je ne parle pas je parle de l'État du Sénégal. Ah ben, quelle que soit la vision, quelle que soit la vision qu'ils nous ont présentée, si eux, ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas les capacités de matérialiser cette vision-là, c'est du peine perdue. Et aujourd'hui, il se trouve que c'est des incapables qui sont là, parce que depuis 7 mois, les choses ne font que s'empirer. Aujourd'hui, l'électricité, qui était notre chou de 12 ans de règne du président Macky Sall, on avait oublié les coupures d'électricité. Il a créé combien de centrales électriques? Ils sont pas incapables. Il est allé jusqu'à même réussi. Attendez, je dis, les coupures d'électricité que les Sénégalais vivent aujourd'hui, oui, c'était une histoire hier. Mais aujourd'hui, nous revenons à cette situation-là. Ensuite, on a vécu pendant 12 ans, marqué par des inaugurations, par des avancements dans plusieurs secteurs.
Aujourd'hui, depuis 7 mois, nous sommes en train de patauger. On ne sait même pas qui tient. Est-ce que c'est le président de la République qui définit la politique du gouvernement comme le dit la Constitution, ou bien c'est le Premier ministre? Ça, c'est un problème sérieux. Maintenant, je pense que les Sénégalais ont une très belle occasion. C'est le 17 novembre prochain. Il faut abréger la souffrance des Sénégalais. Je l'ai toujours dit. Il faut qu'ils abrègent leur souffrance. Parce que ils ont montré leurs limites. Sur le plan démocratique, ils ont montré leurs limites. Sur le plan de prendre en charge les problèmes des populations, ils ont montré leurs limites. Parce que nous avons vu presque pendant 7 mois, le nombre de jeunes qui ont péri dans l'océan fait le triple de ce qui s'est passé ces derniers années. Et cela, vous savez c'est quoi? Oui. C'est une marque de déception. Alors vous... Comment on peut se battre? Attendez, comment on peut se battre, perdre des vues, brûler des biens des uns et des autres pour que quelqu'un arrive au pouvoir, il s'installe et vous fuyez le pays? Ça ne date pas. Vous pensez que c'est raisonnable ça? Aujourd'hui, qu'on voit les jeunes, non, Sénégalais emprunter des périodes de fortune pour aller. Monsieur Cissé, c'est pas la première fois. L'Eldorado. Ce n'est pas la première fois, mais ce qui s'est passé ces 3 derniers mois, ou bien ces 6 derniers mois, c'est catastrophique. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord que comment on a perdu des milliers et des centaines, des milliers de jeunes? Dans cette perspective-là, vous êtes un responsable chargé des élections du parti Ensemble pour le Sénégal. Oui. Qu'est-ce que vous proposez? Nous proposons d'abord à la population sénégalaise à elle-même d'apaiser leur souffrance. Comment? En face d'eux, ils ont 2 camps. Le camp des amateurismes, de l'amateurisme et du flou et de l'incompétence, et le camp de l'expérience. Parce que vous avez vu, j'ai toujours dit, cette opposition que vous voyez aujourd'hui, c'est cette opposition-là qui a conduit le Sénégal de 1960 à 1924. Alors que l'opposition est divisée, il y a une scission à l'interne. Non, ça c'est les gens qui le disent. Peut-être qu'on aura... Le temps ne le permet pas. C'est les gens qui le disent, non, mais nous savons comment nous sommes en train de se préparer. On voit PDS aujourd'hui qui est en train de s'éclater. Non, ça les gens le disent comme ça dans l'air, mais nous savons ce qui se passe en interne. Mais si peu de temps, le revirement de Karim qui a noué une alliance. Vous savez, avec l'APR, j'ai l'habitude de dire, en ce qui concerne, ils sont divisés, ils sont ensemble, ils sont capables ou pas, attendons de voir le 17 novembre. Je lance un appel aux populations sénégalaises, c'est elles-mêmes qui doivent abréger leur souffrance. En face d'eux, ils ont 2 camps. Le camp des incapables et le camp de ceux qui ont construit le Sénégal pendant 100 ans. Il n'y a que des hommes expérimentés, des hommes d'État qui se trouvent dans l'opposition. Vous pensez qu'ils auront une majorité confortable à l'Assemblée? Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est étourdi, on a peur, on arrête des gens qui veulent aller apporter du soutien à des populations sinistrées, alors qu'à l'époque, il y a je dirais même pas à 1 an, mais je dirais à 6 mois derrière. C'est ce qu'ils défendaient. À 6 mois derrière, ils disaient que non, Ousmane Sonko il est incarcéré, on est en train de l'empêcher de se déplacer. Aujourd'hui, c'est eux qui empêchent Bougane de se déplacer. C'est eux qui utilisent la gendarmerie et la police pour empêcher aux non-citoyens d'aller rendre visite à cela peut se justifier parce que le président, il est là, et les partis seront s'enquérir. Non, vous savez, attendez, je vous fais une révélation. Ce qui les a poussés à bloquer Bougane à rentrer de Bakel. Le président, dans son programme, ce qu'il a prévu pour Bakel, il n'a pas prévu de descendre sur le terrain. Il a prévu de survoler la ville. Et tout de même. Attendez, je termine. Attendez, je termine. Choisir un autre jour. Attendez, je termine. J'ai dit, oui. Le président de la République, qui se trouve être actuellement à Bakel, il n'a pas mis les pieds sur les terres de Bakel. Il a pris l'initiative de survoler la ville. Donc, il n'est pas prêt à aller patauger dans les eaux avec les populations de Bakel pour leur apporter, même s'il ne reste qu'un soutien moral. Il n'est pas prêt à le faire. Alors que Bougane, lui, c'est le chef de l'État. Bougane, il a pris sa voiture, il a pris ses moyens financiers, il avait décidé d'aller dans les maisons englouties par les eaux avec la population de Bakel pour leur apporter soutien.
Pour eux, ça c'est une défaite. Parce que si le Personne président de la République, personne ne l'empêche. si le président de la République ne se permet pas d'aller compatir avec les habitants du C'était pas le Bakel, moment propice comment pour effectuer une telle visite pour s'enquérir de la situation des sinistrés. Il aurait pu attendre Oui. que le président de la République termine sa visite. Mais quelle est la loi qui l'interdit de le faire? Mais ça pourrait Il y a une loi? Non. Non, attendez, je vous pose la question. Non. Je vous demande, est-ce qu'il y a une loi qui dit que si le président de la République est à Koloban, que Bougane n'a pas le droit d'aller là-bas? Non, regarde des règles traditionnelles Non, républicaines. dites-moi, quand dites- même. Quand comment? on est républicain, il faut quand même avoir une certaine courtoisie. Non, je dis, la courtoisie, c'est le président qui devrait le... Parce que je pense que lui, il est le président de tous les Sénégalais, Oui. y compris Bougane. Mais on ne peut pas mettre ces Non, deux-là attendez, sur le je même dis, panier. le président de la République est le président de tous les Sénégalais, y compris Bougane. Aujourd'hui, c'est comme si, par exemple, vous savez, ces sinistrés-là, c'est comme quelqu'un qui est malade. Ils ont besoin d'un soutien moral et financier Mais c'est normal. qui doit être marqué par une présence. Ce n'est pas normal qu'un citoyen sénégalais se lève ici à Dakar. Il fait 800 km Ça, pour c'est aller normal. rendre visite Mais c'est le à moment un qui est citoyen. inopportun. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Pour Gandé, il aurait pu attendre. Donc, si le président est quelque part, personne n'a le droit d'y aller. Non, mais vous savez, je vous rappelle, Oui. on est dans un contexte politique. Ah bon? Ah Donc, oui. si on est dans ce contexte politique, il n'y a que le président qui... Non, qui- ça aurait perturbé, probablement. Comment? Mais non, mais c'est arrêté ça quand même. La démocratie sénégalaise a dépassé cela. Où un président dit que si je suis dans une région, aucun de mes opposants ne doit pas y rentrer. Ça n'a jamais eu lieu au Sénégal. Rappelons-nous de l'histoire entre Bougane et Macky Sall, avec Non. cette histoire de type Non, mais- Boutank. Non, je vous dis, Non, mais écoute, vous pensez combien de les fois conséquences que cela peut avoir comme quoi? derrière, éventuellement. Non, Les je vous ai militants- dit... Non, mais les militants Non, de Boukandé, mais attendez... les militants de Bougandé et ceux de Diomaye, il pourrait y avoir, Non, il non, pourrait y non. avoir un accrochage. Je viens de vous dire ici Oui. que le président de la République, Bassirou Mais Diomaye le Faye, n'a survol- pas prévu, oui, je sais. n'a pas prévu de descendre dans les rues de Bakel. Lui, il a décidé de survoler la ville et de partir. Bougane, lui, il a décidé d'aller patauger dans les eaux avec les populations de Bakel. Mais pendant C'est qu'il deux y est- choses différentes. Pendant qu'il y est dans l'espace là, Oui. de cet environnement-là, Oui. Boukandé, encore une fois. Mais ils ne sont même pas sur le même environnement. Lui, il survole la ville, alors que l'autre, lui, il va rentrer dans la communauté. Et selon vous, qu'est-ce qui a alors poussé la gendarmerie et la force de sécurité à vouloir interdire Mais c'est parce que ces tout fils simplement, écoutez, sénégalais à mettre le pied là-bas? je vous demande quel sera le ressentiment de quelqu'un de Bakel si le président de la République n'a pas la sympathie ou bien, je ne sais pas comment le dire, ce sentiment-là pour venir vivre avec eux cette situation et que c'est l'opposant qui va être proche de la population, qui va patauger avec eux dans les eaux au moment où le président survole Bakel en hélicoptère pour filmer peut-être des images. Vous pensez que ça, la population de Bakel, quel sera leur sentiment par rapport à ça, à la veille des élections législatives? C'est un coup dur pour le pouvoir. C'est pour cela qu'ils l'ont bloqué. Alors, voilà ce qui me fait un autre débat. Je pense qu'on a réussi à éplucher tous les sujets, quasiment tous les sujets qui sont sur la table. Même si, par exemple, certaines questions, j'aimerais... Le temps ne le permet pas. de- Peut-être qu'on aura l'occasion Ok. de revenir sur le même plateau, le plateau de Gamma TV, pour discuter des questions politiques, des questions passionnantes qui se passent aujourd'hui au Sénégal. C'est normal. Nous sommes dans un état de droit, dans un pays où la liberté d'expression est quand même si certains par ailleurs disent qu'elle est relativement restreinte, mais quand même les gens sont libres de s'exprimer. Et de voyager. De voyager. Oui, c'est pour le cas de Bougane. Mais si, il faut quand même, parfois, il faut justifier le voyage. Non, c'est ça, le voyage justifie à lui-même. Parce que c'est un Sénégalais qui souffre, qui est dans la difficulté. Il a pu récolter quelque chose. Il voulait amener ça au sauver des populations. On lui bloque aujourd'hui parce que tout simplement, Mais le président de la République l'a pas c'est fait. pas n'importe qui. Quand même, il aurait pu informer avant les autorités locales, Donc, le préfet, le gouverneur. Donc moi, si Avant d'y demain je aller. dois rendre visite à un parent qui est malade à Tamba, il faut que j'écrive pour dire que je vais rendre visite à un Non, parent. un citoyen lambda, on peut comprendre. Mais Bogandé, c'est un acteur politique, pas le moindre. Monsieur Cissé, Donc, un tel déplacement vraiment nécessite une autorisation auprès des autorités locales. ça peut-être c'est le nouveau Sénégal. Non, pas du Le tout. nouveau Sénégal de Diomaye et de Sonko. Ah, peut-être. Non, mais le Bon. président lui-même, avant d'effectuer cette visite-là,
les autorités locales de cet environnement, Bakel, ont été informées de prendre toutes les dispositions. Oui. Donc, d'où l'importance de faire en sorte de prendre des autorisations. C'est naturel si l'État doit se déplacer, surtout oui. avec le président de la République, c'est tout à fait naturel que les autorités administratives soient informées. Mais un citoyen sénégalais, oui. qui a entendu qu'il y a un autre citoyen sénégalais qui est dans la difficulté, qui décide d'aller lui porter main forte, mais il ne partait pas seul. Cette personne-là n'a pas il besoin de... Il ne partait pas seul. Non, mais attendez. Il ne partait pas seul. Et même s'il partait seul, probablement il va trouver ses militants et sympathisants là-bas. Qu'est-ce qui va les encadrer? C'est évidemment... évidemment... Voyez ce qui se passe au Bakel. La population de Bakel n'a pas ce temps-là. Au moment où je vous parle, si vous voyez comment la situation est catastrophique là-bas, il ne fallait pas ajouter une couche, à mon avis. Si ces gens-là, si on ne les aide pas, on ne devrait pas causer des problèmes à ces gens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, ils devraient recevoir l'aide de tout le monde. Que ceux du gouvernement, ceux de l'opposition, même de l'extérieur. La situation est catastrophique là-bas. Ils ont besoin de cette aide-là. Donc on ne devrait pas empêcher un citoyen sénégalais, même s'il n'a apporté qu'une bec de sucre à ces gens-là, on devrait lui permettre de le faire correctement, de la manière la plus parfaite. Alors, comme vous l'avez dit, nous restons au cœur, au chevet de cette population de Bakel qui est victime de ce sinistre tout récemment. Donc nous partageons encore une fois leur douleur. Monsieur Diallo, merci d'avoir été notre invité sur le plateau de Gamma TV, la chaîne panafricaine. Merci beaucoup. Alors des milliers de Sénégalais, nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir monsieur Aliou Diallo. Il est le directeur de campagne adjoint chargé des élections du parti politique Ensemble pour le Sénégal. Donc avec lui, évidemment, nous avons eu à faire le survol de l'actualité brûlante au Sénégal. Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne préférée. Et si vous voulez suivre cette émission, évidemment, allez-y sur YouTube et Facebook et TikTok. Allez, sachez très bien que le programme se poursuit. Au revoir.